Tokyo, 31 décembre 2000, 10h56 du matin. Le commissariat de police de Setagaya, une banlieue résidentielle assez calme, proche du centre de la capitale, reçoit l'appel d'une vieille dame. Elle dit s'appeler Setsuko. Cette dernière est en état de choc en expliquant la situation dans laquelle elle se trouve. Ce matin, comme à son habitude, elle décide de passer un coup de fil à sa fille, qui habite juste à côté, littéralement dans la maison adjacente. Aucun membre de la famille ne décroche. Ni sa fille, ni son beau-fils, ni ses petits-enfants. Ce qui n'a aucun sens, puisqu'elle en est certaine, ils sont encore chez eux. La voiture familiale est garée devant et l'une des lumières à l'étage est allumée. Elle sort de chez elle, se dirige vers la maison, mais trouve la porte fermée à double tour. Elle sonne, elle toque, elle attend, mais personne ne vient lui ouvrir. Inquiète, elle se presse pour aller chercher le double des clés qui se trouve dans la maison. Elle arrive enfin à ouvrir la porte et s'engouffre dans l'entrée. Le silence règne. Elle s'avance vers l'escalier et est témoin d'une vision d'horreur. Recroquevillé en bas des marches, le corps sans vie de Mikio, son beau-fils, baigne dans une flaque de sang. Il présente plusieurs entailles profondes au visage. Tétanisée, elle dévie son regard vers le haut des escaliers et aperçoit 2 autres corps étalés sur le sol. Elle reconnaît instantanément sa fille Yasuko et sa petite fille Nina, âgée de seulement 8 ans. Après son appel, la police arrive sur les lieux, sans se douter qu'il s'apprêtait à plonger au cœur de l'un des massacres les plus énigmatiques du pays, qui hante encore le Japon 25 ans plus tard. Salut, c'est Gobi, et je vais vous raconter le meurtre de la famille Miyazawa, plus connu sous le nom du Setagaya Family Murder. La famille Miyazawa est en apparence une famille japonaise typique, sans histoire ni ennemi. Le père, Mikio, âgé de 44 ans, est un employé de bureau à Tokyo. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus banal. Yasuko, la mère, quant à elle âgée de 41 ans, est professeur particulier à domicile. Leurs 2 enfants, Nina, 8 ans, et Rei, 6 ans, ce dernier atteint d'un trouble du développement, sont décrits par leurs proches comme gentils et sociables. Toute la famille vivait dans une petite maison relativement exiguë pour un foyer de 4 personnes. La grand-mère de Yasuko, Setsuko, âgée de 68 ans, vivait quant à elle dans la maison mitoyenne à celle des Miyazawa. Construite à la même période, la maison appartenait à la seconde fille de Setsuko, Anne, qui venait à peine de retourner d'un séjour de 8 ans au Royaume-Uni. Elle et son fils vivaient donc avec leur mère, partageant occasionnellement leur foyer avec Yasuko qui accueillait ses étudiants, car l'espace y était plus adapté. Les 2 maisons se trouvaient dans la rue de Kamisoshigaya, dans le quartier de Setagaya. Plus précisément, dans le parc de Soshigaya qui longe la rivière Senkawa. Ce quartier avait amorcé un rapide dépeuplement à l'aube des années 2000. Lui qui abritait plus de 200 familles, réparties dans tout autant de maisons, lorsque les Miyazawa s'y installèrent en 91. En décembre 2000, il n'en restait plus que 4. En effet, le gouvernement de la ville avait comme projet d'étendre le parc et d'en faire un immense terrain de verdure, et donc rachetait à bon prix les terrains de ceux qui voulaient partir. Ce qui restait de ce petit quartier au moment des faits pouvait s'apparenter à une ville fantôme, les lieux n'accueillant que très peu de passants, à l'exception du skatepark et du petit parc pour enfants situé juste derrière la maison. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais ce petit train rouge là, celui qui fait que Rei surnommait cet endroit le parc Chouchou, c'est le même modèle que celui du parc à jeux de mon enfance. Et quand j'ai réalisé que j'avais peu ou prou partagé les mêmes moments insouciants de jeu avec cet enfant, pourtant à des milliers de kilomètres de chez moi et connaissant le destin tragique de cette affaire, je vais pas vous cacher que ça m'a pas mis très bien. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez de cette anecdote. Tout ça pour dire que les Miyazawa se retrouvaient seuls, isolés de tous. Alors petit disclaimer avant de vous raconter ce qui s'est passé, les faits en question ne sont que des spéculations à partir de l'enquête de la police à l'époque. Pour modéliser l'intérieur de la maison et pour le déroulement des faits, je me suis basé sur tous les éléments que j'ai pu trouver, notamment sur des sites japonais non traduits un peu niche. Alors évidemment, tout n'est pas 100% à l'identique, mais l'agencement des pièces, ainsi que des meubles, est le plus fidèle possible. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut y aller. « 23h30, la nuit est froide. Un individu est en train de grimper sur la grille collée à la maison et qui donne sur le petit parc pour enfants. Il ouvre et rentre par la fenêtre arrière de la salle de bain, qui n'était pas fermée. Méthodiquement, il se glisse et s'engouffre dans la maison où tous les occupants, ou presque, sont en train de dormir. Sans faire de bruit, il se dirige d'abord vers la chambre des enfants et étrangle le plus jeune, le plus inoffensif, Rei.
Ce dernier se débat, mais la lutte est inutile. Il décède sur le coup. Travaillant au rez-de-chaussée sur son ordinateur et alerté par les bruits à l'étage, Mikio monte l'escalier et se retrouve nez à nez face au meurtrier de son fils. Une lutte commence alors. Mais l'agresseur a le dessus. Il sort un couteau pour sashimi et le poignarde au torse, aux cuisses, aux bras et même au visage. La force est telle que la pointe se brise et reste logée dans le crâne de Mikio qui tombe en arrière. Sa chute s'arrêtant en bas des escaliers. Inconscient, il restera là, à lentement se vider de son sang sans avoir pu protéger sa famille. Malgré ça, on sait que la lutte avec l'assassin a elle aussi impacté ce dernier, probablement coupé à la main avec son propre couteau. Blessé, le tueur monte ensuite l'échelle qui mène jusqu'au grenier où dorment Yasuko et Nina. Il les poignarde à leur tour au visage et au cou. Il les laisse là, baignant dans leur propre sang et descend calmement panser ses plaies dans la cuisine. On y retrouvera des bandages, du sang et un kit de premier secours. C'est pendant ce laps de temps que Yasuko, blessée mais toujours vivante, prend Nina dans ses bras, elle aussi consciente, et essaye de fuir. Elle descend péniblement l'échelle, mais le tueur les entend. Il prend alors un autre couteau dans la cuisine, puisque le sien est cassé, et se dirige vers l'origine du bruit. Il leur assène une salve de coups. Visiblement, il se déchaîne, bien plus que pour les 2 premières victimes. Au vu des ecchymoses retrouvées sur les corps, il les a aussi battus. La violence est telle que Nina, la dernière à succomber, perd 2 dents. L'enquête révélera aussi qu'il a continué de les poignarder bien après leur mort. En moins d'1 heure, c'est la fin de la famille Miyazawa. Au-delà de la cruauté sans nom de ce massacre, c'est bien la suite des événements qui feront de ce crime l'une des affaires les plus étranges et frustrantes du Japon. En effet, une fois la maison retombée dans un silence macabre, le tueur, lui, ne fuit pas. Il reste sur les lieux. Quand la police commence à faire son enquête, elle se rend compte que quelque chose est inhabituel. Tout laisse à croire que le meurtrier est resté au minimum plusieurs heures sur la scène du crime, comme si de rien n'était. Et ça, sans même savoir si son crime avait été entendu. Mais surtout, ce qui fait tiquer les enquêteurs, c'est que le tueur a visiblement laissé, volontairement ou non, le plus d'indices possible pour le retrouver. Quand les enquêteurs commencent à analyser la scène du crime, ils découvrent énormément d'affaires n'appartenant pas à la famille des Miyazawa, laissées en plan sur le canapé du salon. Des affaires telles que une écharpe verte sans marque, un sweat blanc et violet relativement léger, un bob gris commercialisé entre septembre 1999 et novembre 2000, une veste AirTech Uniqlo de taille M sortie en septembre 2000, des gants noirs de la marque japonaise Edwin vendus entre 1998 et 2000, un sac à bandoulière bon marché relativement compact, à peine la largeur pour faire rentrer un livre de format A5, produit en Corée entre 1995 et 1999. Il est vide, mais dedans la police retrouvera des traces d'encre fluorescente. Une paire de baskets Slazenger, une marque anglaise, mais dont seule la Corée du Sud vendait cette pointure spécifique. 2 mouchoirs en tissu noir de la marque Muji, l'un des 2 troué en son centre, probablement pour faire passer le manche d'un couteau à travers et ainsi avoir une meilleure prise. Selon la police, c'est une technique apparemment utilisée par les pêcheurs chinois. Une grande partie des affaires avait aussi une odeur similaire, visiblement dracar noir, un parfum français vendu au Japon depuis les années 80. En plus de toutes ces preuves, le tueur, pendant les heures restées sur place, a visiblement pris ses aises. On sait qu'il est resté plusieurs heures parce qu'à 1h18 du matin, soit un peu moins de 2 heures après son entrée aux alentours de 23h30, l'ordinateur de Mikio, resté allumé quand ce dernier s'est précipité à l'étage, enregistre de l'activité. Étrangement, pendant quelques minutes, le meurtrier va sur internet. Il regarde un site dans les favoris de Mikio, celle d'une compagnie de théâtre. Il essaye même d'acheter des places en vain. Puis il crée un nouveau dossier sur le bureau, et c'est tout. C'est la dernière fois qu'on aura la confirmation de la présence du tueur sur place jusqu'à la découverte des corps le lendemain. Ce qu'on sait aussi, c'est que le meurtrier s'est servi dans la cuisine. Il a mangé du melon, il a bu 4 bouteilles de thé Barley, ce qui est beaucoup, et n'a par contre pas touché aux bières. En plus de tout ça, il a mangé 4 glaces en pot de marque Fauchon. Mais pour ces dernières, il n'a pas utilisé de cuillère, non. Il a juste pressé le pot en carton et a tout simplement mordu directement la glace. Pendant qu'il mange ses glaces d'une façon particulière, il commence à fouiller la maison. Il jette des objets par terre, ouvre des tiroirs et vide presque tout le contenu de ces derniers, ainsi que du sac à main d'Yatsuko dans la baignoire à l'étage. Carte bancaire, permis de conduire et autres informations personnelles sont retrouvées au sol. Le tueur ne les prendra étrangement pas. Il laisse des traces de pas, des empreintes absolument partout, ainsi que des cheveux.
Visiblement, il n'est pas très inquiété qu'on le découvre. Comble de l'insolence, il va même jusqu'à utiliser les toilettes, évidemment sans tirer la chasse. Là aussi, il va jeter des objets dans la cuvette, comme une serviette tachée de son propre sang, et d'autres déchets divers. Après tout ça, ayant pris tellement ses aises, il s'est octroyé le luxe de piquer un somme sur le canapé du salon, alors même que les Miyazawa gisaient là, quelques mètres seulement de lui. Enfin, tôt le matin, visiblement, il repart comme il était venu, laissant toutes ses affaires, ne prenant que 150 000 yens, l'équivalent de 1000 € actuels, alors même qu'encore plus d'argent en liquide se trouvait sur les lieux. Il disparaît alors dans la jungle de Tokyo qui se réveille à peine. Très vite, la police se met à la recherche de témoins. Mais ça s'avère plus compliqué que prévu. En effet, seuls 2 témoins potentiels sont réellement entendus. La première, une femme, affirme qu'aux alentours de 23h30, alors qu'elle passait tout proche du quartier de la famille Misawa, elle aurait vu un homme traversant à la hâte la route. Homme qu'elle manqua de très peu de renverser. Mais comme la police ne trouva aucune trace de sang sur la scène, ce témoignage fut très vite jugé peu utile. Le suivant, en revanche, est un peu plus intéressant. 6 heures après la découverte des corps, un homme dans la trentaine se rend à la station de Tobuniko, dans la ville de Nikko, à environ 2 heures de Tokyo en voiture. Il est blessé à la main, visiblement coupé si profondément que l'on voit l'os. L'homme fut soigné et s'en alla. En effet, la police n'avait à aucun moment sonné l'alerte. Pour eux, le meurtrier était parti bien plus tard, quelques minutes avant l'éruption d'Ietsuko sur les lieux du crime. Il se trouvait donc nécessairement dans un rayon bien plus proche, excluant de fait la ville de Nikko. Donc quand l'événement fut rapporté à la police, cette dernière ne trouva tout simplement pas ce témoignage pertinent. Et quand ils se rendirent compte qu'ils étaient peut-être passés à côté d'une information cruciale 10 mois plus tard, c'était peine perdue. Impossible de retrouver la trace de ce mystérieux blessé. Bon, au vu des éléments de l'investigation, la police a obtenu un profil relativement complet du meurtrier. Grâce aux vêtements retrouvés et aux indices laissés sur le sol, on sait qu'il mesure environ 1m70, qu'il a entre 15 et 35 ans. Ses cheveux sont brun foncé, courts, et son sang est de type A. Les résultats ADN montrent que le suspect avait un parent asiatique, très probablement coréen, ce qui collerait avec les vêtements et affaires trouvables uniquement en Corée retrouvés sur les lieux du crime. Quant à son deuxième parent, il serait vraisemblablement de descendance européenne. Exactement 100 jours après le drame, le 9 avril, les autorités découvriront une statuette bouddhiste en pierre, lourde de 20 kg, de l'autre côté de la rivière Senkawa, en face de la maison des Miyazawa. Les enquêteurs recherchent toujours aujourd'hui si cette statuette a un lien avec le drame, si elle a été posée par un voisin en signe d'hommage, ou même si le tueur ne serait pas à son origine, retournant sur le lieu du crime pour narguer une dernière fois la police et les habitants du quartier de Setagaya. Des affaires personnelles, plusieurs traces d'ADN, des empreintes un peu partout, tout semble indiquer que l'arrestation du coupable de l'un des meurtres les plus barbares du Japon n'est qu'une question de temps. Et pourtant, nous voilà près de 25 ans après les faits, et aucune arrestation, aucun suspect, aucun coupable. Le tueur semble visiblement avoir disparu, et il ne reste derrière lui que de simples théories. À première vue, un cambriolage ayant mal tourné semble être l'hypothèse la plus simple. C'est souvent l'explication la plus courante après tout. Mais au vu de la brutalité du meurtre, du fait que le tueur ait d'abord étranglé le petit Ray alors que pourtant il ne pouvait en aucun cas poser un quelconque problème, du fait que l'arme du crime ait été emportée à l'avance, prouvant donc la préméditation, ainsi que de la faible somme supposément volée, il est très peu probable qu'un cambriolage raté soit vraiment le motif de ce massacre. Et c'est aussi la conclusion qu'auront les enquêteurs, qui eux se tourneront plutôt vite vers l'hypothèse que le tueur serait un skater. En effet, la maison des Miyazawa est proche de plusieurs lieux fréquentés par des skateurs. À une 50aine de mètres de là, plusieurs modules d'un skatepark plutôt sommaire ont été installés par la ville. Sommaire oui, mais assez utilisable pour attirer une petite communauté de skateurs, principalement des jeunes. Là où ça devient intéressant, c'est que le parc pour enfants juste derrière la maison des Miyazawa, celui où Yasuko a l'habitude d'y emmener ses enfants, est aussi un spot, lui non officiel. Or, des voisins de la famille affirment que dans les jours précédant le drame, ils ont vu Mikio en train de réprimander ces mêmes skateurs à cause de la nuisance sonore qu'ils provoquaient, leur fenêtre n'étant qu'à quelques mètres tout au plus de ces derniers. De plus, les vêtements laissés par le suspect ainsi que le parfum retrouvé sur ces derniers seraient, selon la police locale, typiques des skateurs. Perso, je trouve pas, mais encore une fois, c'est ce que la police affirme. Mais alors qui imaginerait
Tuer de sang-froid toute une famille pour un différend aussi futile. Je sais qu'au Japon, toute sous-culture un peu niche est très vite considérée comme un rassemblement de criminels, mais là ça me semble quand même un peu étrange. La police interrogera les habitués du skatepark, en vain, la piste ne mènera nulle part et sera elle aussi écartée. Dès la découverte des corps, sur l'internet japonais, tout va très vite. À peine quelques heures après le crime, des centaines d'internautes commencent à échanger autour de l'affaire. Le coupable s'est probablement déjà échappé, mais il se cache peut-être quelque part à Tokyo, alors soyez prudents lorsque vous sortez. Il y a quelque chose que je comprends pas, pourquoi le criminel aurait-il laissé l'arme du crime sur place ? On pourrait penser que le coupable est un voleur expérimenté, il est évident que non. Vous pensez pas que s'il voulait vraiment cambrioler la maison, il aurait choisi un moment où elle était vide ? On aurait dit qu'il avait décidé de tous les tuer dès le début, non ? Pourtant, très vite, un internaute particulier se fait remarquer sur le site 5chan. C'est un forum anonyme qui inspirera le site américain 4chan, que vous connaissez sûrement. L'utilisateur s'appelle Kuromutsu. Il prétend être à l'origine du massacre et donne même des détails. J'en voulais à cette famille, je voulais vraiment les tuer. Je ne me ferai jamais prendre parce que tout se passe comme prévu. Celui qui est tombé dans les escaliers essayait de prendre mon arme, alors je lui ai donné un coup de pied. La raison pour laquelle je n'ai laissé aucune empreinte à l'entrée est que je ne suis pas sorti par l'entrée. À un moment, il décrit une interaction avec une personne dans la rue voisine. Je me souviens que quelqu'un avait fermé les volets, s'était arrêté à mi-chemin et avait regardé pendant un moment. Or, un voisin a en effet dit avoir vu un homme marcher dans la rue, non loin de la maison, vers 22h, le soir du meurtre. Il le décrit comme ayant une allure effrayante et un crâne rasé. Et ça, la police n'en avait pas parlé publiquement sur le moment. Alors ouais, aussi glauque soit le témoignage, ça peut toujours être le mensonge d'un mec edgy et sacrément dérangé. Mais là où les utilisateurs de 2chan donneront l'alerte, c'est que Kuromutsu n'a pas commencé à poster après les meurtres. Le premier post de Kuromutsu se fera sur le board « Je déteste les animaux » où des utilisateurs racontent littéralement comment ils torturent des animaux. Ouais, je sais, c'est absolument dégueulasse que ça existe en premier lieu. Le 27, soit 3 jours avant le drame, il postera. Depuis que j'ai 3 ans, je poignarde des souris à mort ou je les donne à manger aux corbeaux. Et je le fais encore à 13 ans. Alors je vous épargne la suite de son post où il décrit extrêmement précisément différents actes de torture qu'il aurait infligés à divers animaux, oiseaux, chiens, chats. C'est surtout la fin de son message qui alertera les internautes. Maintenant, quand je vois la famille parfaite d'à côté, j'ai envie de faire quelque chose comme le meurtre de la famille Oita. La date d'expiration est le 31 décembre à 23h59. Je veux les tuer avant l'arrivée du 21e siècle. Après le meurtre, il narguera la police dans ses messages, déclarant que comme il est mineur, il ne lui arrivera de toute façon rien du tout, et cessera rapidement toute autre communication. 5chan étant complètement anonyme et ne gardant donc pas les logs des utilisateurs qui s'y connectent, personne n'arrivera à retrouver l'identité de Kuromutsu. Ce qui est le plus morbide, c'est qu'en effet, depuis le printemps, aux alentours de la maison des Miyazawa, une vingtaine d'animaux différents ont été retrouvés blessés, très clairement torturés à l'aide d'un couteau. Maintenant, relativisons. L'anonymat du site 5chan signifie que la propension à ce que certains utilisateurs mentent pour avoir de l'attention est très grande, et en l'absence de preuves matérielles concrètes, il est impossible de réellement prouver quoi que ce soit. En plus, dans les années 2000, le Japon subissait un nombre assez grand de délinquance juvénile. Donc un japonais avec une conception très glauque du divertissement se fasse passer pour un gamin psychopathe et disparaisse dès qu'il se rend compte que les gens se mettent à le prendre au sérieux, c'est pas si invraisemblable que ça. Et là aussi, l'enquête de la police n'ira pas très loin, ce qui n'est pas le cas de cette dernière théorie. Car j'avoue, je vous ai menti quand j'ai énuméré les découvertes des enquêteurs. J'en ai volontairement omis l'une d'entre elles. Vous vous souvenez du sac retrouvé sur le lieu du crime ? Eh bien, à l'intérieur, la police scientifique japonaise a fait l'une des découvertes les plus troublantes de toute l'enquête. Du sable. Mais pas n'importe quel sable. En analysant sa composition, elle s'est rendue compte que ce dernier ne pouvait provenir que d'un endroit très précis. Un endroit pourtant très éloigné des lieux du crime. En effet, pour trouver un sable similaire, il faut traverser le Pacifique, à plus de 8000 km de là, et se rendre en Californie, plus précisément au Rogers Dry Lake, au nord de Los Angeles. C'est loin, c'est plutôt étonnant, mais ce qui fait de ce sable le plus gros mystère de toute cette affaire, c'est bien la base de l'armée de l'air située juste à l'ouest du lac asséché, la base Edwards. Oui, du sable provenant d'une base militaire américaine a été retrouvé dans le sac du tueur. C'est probablement l'information qui laissera les enquêteurs et le public les plus circonspects, parce que la provenance de ces grains de sable permet de faire émerger une autre théorie. Certes, de prime abord farfelue, mais qu'il est peut-être pas tant que ça. Parce que le tueur pourrait être un militaire issu de l'armée américaine.
En effet, en plus du sabre, rappelez-vous, on sait que le tueur a des origines probablement coréennes et européennes. Ça collerait avec le profil d'un militaire de double nationalité états-unien-sud-coréen, la Corée du Sud abritant énormément de bases militaires américaines. De même pour le Japon. D'ailleurs, à seulement 26 km de la maison des Miyazawa, on peut retrouver le camp Zama de l'US Army. Ce qui expliquerait pourquoi le tueur n'a pas pris soin de nettoyer les preuves. Il savait peut-être qu'il allait probablement repartir en Corée du Sud ou aux États-Unis et donc il serait pas inquiété. Couplé au sang-froid dont il a fait preuve, sa maîtrise des armes blanches et l'agilité requise pour grimper à travers la fenêtre de la salle de bain, pour beaucoup de gens, ça fait aucun doute. Le meurtrier était un militaire américain stationné au Japon après être revenu de Corée. Mais sans suspect ni mobile, et aussi intrigante soit cette théorie, ça reste simplement ça, une théorie. Maintenant, avec tout ça, on a en raison de se demander pourquoi aucun progrès n'a été fait en 25 ans. Pourquoi, alors que l'on sait presque tout jusqu'à l'ADN même du tueur, son identité reste un mystère total pour les forces de l'ordre? La réponse va sûrement vous décevoir, mais au-delà de la complexité de l'affaire, la police, elle, a fait preuve, en plus de sa lenteur dans les premiers jours de l'enquête, d'une incompétence assez flagrante. Surtout sur un détail crucial. Pour des raisons de loi lui interdisant, elle n'a tout simplement pas distribué l'échantillon ADN aux banques de données d'autres pays. Le tueur a donc probablement quitté le Japon et pourrait, en l'absence de quelconque recherche internationale, ne jamais être retrouvé. Il s'est fondu dans la masse et en l'absence de miracle, il semble s'être volatilisé. À l'heure où je réalise cette vidéo, ce qui reste de la maison où l'entièreté de la famille Miyazawa a connu un destin tragique, c'est une bâtisse vétuste, toujours debout, seule au milieu d'un quartier qui, lui, a définitivement disparu. J'ai un ami sur place, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu avoir toutes ces images tournées en janvier 2025. À l'époque du drame, une cabine de police se dressait à côté, dans l'espoir qu'un témoin se manifeste, mais aujourd'hui, elle n'y est visiblement plus. La rue qui y mène est-elle interdite d'accès et l'arrière de la maison est complètement caché par de grandes palissades. La municipalité a bien essayé, dans une volonté de rénover le parc, de faire détruire la maison, dont elle a fini par racheter le terrain, prétextant que toutes les preuves ont été découvertes et répertoriées, et qu'il n'est donc plus nécessaire de la garder vide. Au grand désespoir de Han, la sœur de Yasuko, qui continue aujourd'hui de se battre pour empêcher la disparition de ce qu'elle considère comme un sanctuaire à la mémoire de la famille de sa sœur. Et Setsuko, la mère de Yasuko, qui âgée aujourd'hui de 93 ans, continue d'arpenter les rues de Tokyo, distribuant des flyers pour que les gens n'oublient pas, n'ayant plus qu'un seul souhait avant de mourir, celui de savoir un jour qui est l'homme qui, la nuit du 30 janvier 2000, a froidement assassiné sa fille, son beau-fils et ses 2 petits-enfants. Celui dont on connaît tout, à l'exception de son visage. 25 ans plus tard, ce meurtre reste à vif dans les souvenirs des Japonais. Il laisse derrière lui une maison, comme figée dans le temps. Autour, pourtant, la vie a décidé de continuer. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Alors certes, c'est un sujet lourd à aborder, je vous cache pas que la documentation de ce drame a parfois été un peu éprouvante. J'ai volontairement occulté certains détails dans un souci de lisibilité, mais malgré tout, j'ai essayé de rester le plus factuel possible, à la fois dans la narration ainsi que dans la reconstitution en 3D. C'était un exercice très intéressant à réaliser, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Toutes les prises vidéo récentes ont été faites par mon ami Juan, qui a bravé le froid pour obtenir ces images, donc j'aimerais le remercier. On est en train de préparer d'autres vidéos qui sortiront dans les mois à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez aimé, évidemment, à liker et partager. C'était Gobi, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt.